Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est avec Midrash Yehuda Manitou et Georges Pira. Deuxième épisode où on parle des Juifs du Maroc. Merhavot, Georges. Merci, Johan. Alors, un instant, je vous prie. J'ai fait une erreur de manipulation. Voilà. Bien. Alors, j'ai une bonne petite nouvelle à annoncer. C'est que notre ami Micheline a fiancé une petite fille. Donc, nous lui disons Mazal Tov. Et puis j'ai rien d'autre. Si vous ne me communiquez pas, je ne peux pas le raconter. Voilà. Alors, après notre Mazal Tov à Micheline, et on est très content pour elle, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Et la dernière fois, on a terminé le chapitre sur la civilisation judéo-islamique. Je vous avais parlé d'un juif de cour, converti d'ailleurs plus tard à l'islam, mais qui a très mal fini, qui s'appelait Rachid al-Din Fazlala. Et il a terminé, comme beaucoup de juifs de cour, de manière pas très sympathique. Je vous ai parlé aussi de la situation générale des Juifs convertis en terre d'islam. Ils n'ont pas un statut vraiment total de musulmans. Enfin, progressivement, ça s'arrange, sauf dans deux pays qui, curieusement, sont les deux qui ont le plus pratiqué la conversion forcée. Il s'agit du Maroc et de l'Iran. Le Maroc, dont tout le monde sait et apprend actuellement que les rapports entre les Juifs et les musulmans étaient toujours tellement délicieux et savoureux et pleins d'amour. Voilà, donc c'est là qu'on a le plus converti de force et c'est là que la situation des Juifs convertis a été la plus difficile. D'ailleurs, on peut très bien le comparer avec la situation des conversos, ce qu'on appelle les maranes en Espagne, où convertis de force au christianisme, il n'en était pas moins resté des gens pas tout à fait idiots, loin d'être bêtes, et on continuait de truster des postes importants. Et à partir de là, il y a eu une opposition aux conversos en Espagne et est sortie la fameuse loi de pura el sangra, la pureté du sang, c'est-à-dire que si l'antériorité n'était pas chrétienne, ces gens n'avaient pas droit à certaines situations. Donc on peut vraiment faire un parallèle là entre islam et christianisme. Voilà. Et puis, les Juifs vivent sous le statut de dhimmi et dans tous les pays, dans toutes les terres d'islam, ils ont un sentiment d'insécurité permanente. Et les Juifs sont accusés de tout, d'être à l'origine de tout ce que vous voulez. Ils sont accusés d'être à l'origine des doctrines extrémistes et aussi accusés d'être à l'origine des doctrines plus souples. Ils sont accusés d'avoir fomenté le chiisme, les abbassides, les ismaéliens, les fatimides, les derviches. Et puis un peu plus tard, quand on arrive dans une période beaucoup plus éclairée, beaucoup plus moderne, beaucoup plus intelligente, on les accuse d'être à l'origine des jeunes Turcs en Turquie, donc Atatürk, et puis on les accuse également d'avoir diffusé dans tout le monde de l'islam les idées socialistes. Vous savez, les Juifs, c'est comme ça. Ils sont responsables de tout. D'ailleurs, il y a eu au début du XXe siècle un très, très grave accident. Il y a un bateau qui a sombré, s'appelait le Titanic. Qui était responsable? On l'a trouvé maintenant. C'est monsieur Iceberg. Tout le monde le sait, ça. Vous voyez bien que les Juifs sont responsables de tout. Voilà. Donc, en terre d'islam, nous sommes responsables de tous leurs problèmes. Voilà. Et puis, je vous avais aussi raconté que les historiens musulmans se font l'écho de l'esprit de justice des sultans qui sont prêts à renoncer à construire une mosquée pour ne pas exproprier un juif qui aurait un petit terrain. Je mets un peu de doute sur ces récits, mais enfin, ces récits existent effectivement, disant, prônant, parlant et louant l'esprit de justice des sultans. Et nous arrivions vers la fin donc, de ce grand chapitre avec plusieurs points fondamentaux. Le premier, c'est qu'il y a eu une erreur historique et historienne, c'est-à-dire reprise par les historiens au XIXe siècle, sur deux points. Le christianisme se définit par son intolérance absolue, ce qui est vrai, et on va mettre un tout petit bémol, vous savez que j'ai la dent assez dure concernant le christianisme, mais il y a eu aussi des papes
des évêques qui se sont montrés parfois à la hauteur et tout à fait dignes de respect. Mais c'est vrai que c'est ce qui a sous-tendu toute l'histoire du christianisme avec les Juifs. Et à l'opposé, le 19e siècle s'est fait le laudateur de l'esprit extraordinaire de tolérance de l'islam, ce qui est absolument faux historiquement. Il est vrai, et je l'ai dit plusieurs fois, que si le christianisme cherchait l'éradication des Juifs, l'islam, ce n'était pas son objectif, c'était la soumission. C'est très différent, ce n'est pas très sympathique, mais enfin, on reste en vie. Donc, il y a, de ce point de vue-là, si on veut une tolérance, mais c'est très limité, on verra au cours de l'histoire. Donc, parler de christianisme strictement intolérant et surtout de l'islam parfaitement tolérant, c'est une contre-vérité historique. Elle a été développée au 19e et se poursuit au 20e. Je n'en veux pour référence que l'actuelle exposition à l'Institut du monde arabe à Paris, où on nous montre l'extraordinaire rapport entre les musulmans et les juifs. Avec un petit bémol quand même, le directeur de cette exposition, qui est le professeur... non, son nom m'échappe. Ça me reviendra, peu importe. Il a dit à plusieurs reprises dans des interviews... Jack Lang. Pardon? Jack Lang, c'est pas trop... Benjamin Stora. Oui, voilà, Stora. Voilà. Je n'avais pas entendu. Excusez-moi. Voilà. Alors, Stora a dit à plusieurs reprises dans des interviews que les rapports ont été très changeants, très fluctuants selon les époques, les périodes et les endroits. Donc, lui, il a un peu rectifié le tir. Quand on écoute M. Jack Lang, je préfère me taire pour ne pas dire de grosses bêtises. Voilà. Donc, première chose importante, cette erreur de définition historique du christianisme et de l'islam par rapport aux Juifs. La deuxième chose importante que je vous avais signalée, en vous montrant des petits billets, c'est la succession des dynasties islamiques, les Omeyyades, les Abbassides, les Fatimides, les Almoravides, les Almohades, les Ottomans, le califat de Sokoto et le très court califat chérifien qui a duré qu'une année, en vous expliquant essentiellement leur position, leur attitude par rapport à l'islam, plus ou moins intégriste, plus ou moins extrémiste, plus ou moins tolérant selon les dynasties. Donc ça, c'est un point important, je vous avais demandé de le noter, parce que nous serons amenés à plusieurs reprises pendant les cours à parler de ces différentes dynasties. Le troisième point que je vous avais indiqué, c'est que, après vous avoir présenté tout cet islam, il y a une autre façon de voir l'histoire de l'islam, mais ça n'est pas l'objet de ce cours, c'est au travers des invasions. Il y a 3 invasions en terre d'islam. Il y a l'invasion proprement dite des Arabes au 7e, 8e siècle, qui pose les terres d'islam, qui introduit le monde arabe, entre guillemets, islamique. Donc, c'est la constitution de cet empire, c'est la première invasion où les Arabes sont les moteurs et les initiateurs de l'histoire. La deuxième invasion est une invasion qui provoque des changements dans le monde musulman, mais qui n'émane pas de l'intérieur du monde musulman, mais de l'extérieur. Il s'agit de l'invasion des Turcs et des Mongols, des tribus païennes venues des steppes d'Asie centrale et qui vont déferler sur le monde musulman entre le Xe et le XIIIe siècle. Et la troisième invasion, c'est l'invasion des Européens qui vont pénétrer tout le monde musulman, surtout en Afrique du Nord, mais pas seulement. Ça a commencé très fortement avec Napoléon, qui, avec les qualités des gens qui l'accompagnaient, bien qu'il ait perdu les guerres, a impressionné fortement le monde arabe. Et donc, l'invasion européenne a également déterminé de l'extérieur une politique musulmane à l'égard de l'Europe, à l'égard des Juifs, à l'égard des chrétiens. Donc, une invasion qui pose le monde musulman, 2 invasions qui induisent de l'extérieur un changement dans l'attitude politique du monde islamique. Voilà, mais je ne m'étends pas plus là-dessus, ce n'est pas l'objet de ce cours. Et le dernier point que je vous avais signalé, simplement vous montrer la complexité du monde de l'islam, c'est les 15 courants
et il y en a plus, 15 courants musulmans qui existent dans l'islam. Alors, on a les sunnites et les chiites, ça vous le savez, c'est très connu, mais il y en a plein d'autres, et je ne vais pas tous vous les reciter, ce n'est pas très important. On peut évidemment s'étendre là-dessus, mais ce n'est pas l'objectif, pour montrer que à l'intérieur du monde musulman, il y aura des luttes d'influence, des luttes religieuses, et nous allons en voir une tout à l'heure, et ça détermine également la situation des Juifs en terre d'islam. Voilà, nous nous étions arrêtés là en ce qui concerne cette civilisation, et comme promis, j'avais tout de suite attaqué le problème, pas le problème, mais l'histoire des Juifs du Maroc, en commençant par le fait que Maroc, on ne sait pas où c'est, ça n'existe pas. Au début de l'histoire des Juifs du Maroc, ça n'existe pas. Il y a des Juifs au Maghreb, donc en Afrique du Nord, dès l'époque de Nabuchodonosor, nous sommes là au VIe siècle avant la Sphira, avant l'ère vulgaire. Donc, au VIe siècle, Nabuchodonosor déjà déporte des Juifs et un certain nombre arrivent en Afrique du Nord. Une deuxième vague suivra au IVe siècle avant l'ère chrétienne, qui vient d'Égypte et qui se dirige également vers l'Afrique du Nord. On avance un peu dans l'histoire. Carthage est détruite en moins 146 et la destruction du deuxième temple en 70 amène la déportation d'énormément de Juifs, dont, entre autres, une douzaine de bateaux chargés, remplis à ras-bord de Juifs que Titus envoie s'installer en Afrique du Nord. Et c'est là qu'on peut vraiment parler du commencement d'implantation d'une communauté importante, significative, avec des vestiges. Alors, ces Juifs qui arrivent en Afrique du Nord ont très rapidement des affinités avec les populations berbères qui habitent. Je vous rappelle que nous sommes avant l'islam et avant le christianisme. Et donc, ils nouent des liens avec les berbères locaux, notamment avec les berbères nomades dans le sud, vers le Sahara. Et leur rapport étroit induit un courant prosélyte et plusieurs tribus berbères, pas tous les berbères bien sûr, mais plusieurs tribus berbères vont se convertir au judaïsme. De quoi vivent ces Juifs? Ils vivent de quelque chose de très intéressant. Ils vivent du commerce du sel et de l'or. Oh, de l'or, qu'est-ce que ça vient faire ici? Ben, figurez-vous que dans le Sahara et dans tout le sud du Marocain, vers le Mali, il y a des ruisseaux aurifères et les populations autochtones sortent de l'or, de l'eau, et vendent cet or contre des marchandises, des produits vivriers dont ils ont besoin, des légumes secs, des fruits secs aussi, enfin, toutes sortes de choses qu'ils peuvent acheter aux populations du nord de l'Afrique. Donc là, il y a un commerce très intense qui s'établit dès le 5e, 6e siècle, qui va durer très, très longtemps, de l'or et du sel. Le sel, c'est évident, c'est une nécessité absolue contre la déshydratation. Voilà. Au 3e siècle, l'Afrique du Nord est christianisée. Jusqu'à présent, on était dans un monde assez confus, essentiellement païen, et voilà qu'au IIIe siècle, l'Afrique du Nord est christianisée, et après le concile de Nicée en 325, la situation des Juifs devient beaucoup, beaucoup plus difficile en Afrique du Nord. La grande Afrique du Nord, on ne sait pas où est le Maroc. À propos du concile de Nicée d'ailleurs, une petite parenthèse, je ne vous en ai pas parlé la dernière fois, mais je veux quand même le souligner. Nous avons tous fêté, n'est-ce pas, entre guillemets, gaillardement le Nouvel An, c'est-à-dire la soirée de la Saint-Sylvestre. Or, ce fameux Sylvestre, on va même savoir qui c'est un pape du IVe siècle. C'est lui qui a converti l'empereur Constantin au christianisme, qui l'a amené à imposer le christianisme comme religion d'État, qui a initié le concile de Nicée, qui n'y est pas allé, mais qui a initié les décisions du concile de Nicée, c'est un pape bâtisseur, il a construit plein d'églises, un personnage assez falot, mais profondément, profondément anti-juif. Et il passe dans l'histoire juive comme un des papes les plus antisémites qu'il y ait jamais eu. C'est à lui qu'on doit le marquage des Juifs, l'interdiction d'avoir des esclaves chrétiens, l'interdiction de posséder des terres, l'interdiction d'un tas de professions, etc.
le pape Sylvestre qu'on fête gaillardement, n'est-ce pas, le 31 décembre pour le passage à la nouvelle année, entre parenthèses, qui est le jour de la circoncision, n'est-ce pas? On l'a un peu oublié. C'est une parenthèse, ce n'est pas très important, mais il faut savoir qui est Sylvestre. Voilà. Et puis, donc l'Afrique du Nord est christianisée, et puis en 429 arrivent des Vandales, une tribu barbare du Nord, qui conquiert toute l'Afrique du Nord, et ces Vandales, alors eux, ils ne sont pas païens, ils sont ariens. Les ariens sont une hérésie du christianisme qui ne reconnaît pas le caractère divin de Jésus, donc beaucoup d'histoires. Les ariens ont été très, très puissants. On peut comparer un peu l'arianisme par rapport au christianisme, au caraïsme par rapport au judaïsme. Il y a eu un moment où ils étaient extrêmement importants, extrêmement puissants, et il y a eu un bras de fer entre l'Église et les Ariens. Donc, les Vandales ariens arrivent en Afrique du Nord, ce qui est le début d'un siècle de vie tranquille pour les Juifs, pas pour les chrétiens par contre, parce que les chrétiens, eux, sont terriblement pourchassés par les Vandales, parce qu'ils sont en opposition théologique, alors que les Juifs, on les laisse tranquilles. 429 jusqu'en 533. Et en 533, on va être confronté avec autre chose. Là, ce n'est plus les catholiques de Rome, ce sont les chrétiens byzantins et le général Bélisaire qui arrive de Byzance et qui conquiert de nouveau toute l'Afrique du Nord. Alors, il impose la loi byzantine. C'est une période extrêmement dure pour les Juifs, mais moins difficile, et c'est important, que la situation des Juifs en Espagne, où des milliers de Juifs vont fuir l'Espagne et se réfugier en Afrique du Nord, parce qu'en Espagne, il y a un roi wisigoth qui s'appelle Recared, qui est passé de l'arianisme au christianisme et qui pose le marché entre les mains des Juifs, conversion au christianisme ou la mort. Donc, des milliers de Juifs vont fuir l'Espagne. C'est d'abord Recared et ensuite son successeur, Sisébut. Ils fuient l'Espagne et vont se retrouver en Afrique du Nord. Ils reviendront un peu plus tard, au 8e siècle, avec la conquête de l'Espagne par les musulmans. Ils vont d'ailleurs aider les musulmans dans cette reconquête de l'Espagne. C'est assez logique puisque les musulmans vont tailler en pièces ces Visigoths qui leur ont fait tellement de mal. Voilà, nous en étions là et je vous propose de continuer. Des questions ou tout va bien? Ah, il n'y a pas de micro. Alors, voilà. D'après l'historien arabe Ibn Khaldoun, à la veille de la conquête du Maghreb par les musulmans, plusieurs tribus berbères sont karaïtes, convertis au charisme, sous l'influence de juifs venus de Syrie. Et je cite Ibn Khaldoun, après on va changer. Ainsi, la tribu des Djeraoua, d'où est issue d'ailleurs la Kaena, dont nous avons longuement parlé il y a quelque temps. Ça, c'est le point de vue d'Ibn Khaldoun. Il y a un autre historien plus contemporain qui s'appelle Gabriel Camps, qui dit qu'il y a deux tribus berbères qui étaient déjà converties au christianisme et qui sont, voilà les noms, la tribu des Djeraoua et la tribu des Nefzaouas. Excusez-moi, mon arabe n'est pas très, très catholique. Les Djeraoua et Nefzaoua. Ces deux tribus berbères sont déjà converties au christianisme. Par contre, les tribus, alors il y en a toute une série, les voilà, les Nefouza, les Fendeloua, vous voyez, voilà, les Fendeloua, les Mendiouna, Beloula, Giata et Fazaz. Ce sont des tribus du Maghreb El Aïza. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le Maghreb El Aïza? Le Maghreb El Aïza, le voilà en chair et en os. Ça n'est rien d'autre que le Maroc. Mais il s'appelait Maghreb El Aïza. C'est donc le Maroc. Ces tribus berbères du Maroc étaient, à l'époque, d'après Camps, soit juives, soit karaïtes. Ça fait pas mal de monde. Hein. On a là 3, 5, 6 tribus berbères
convertis soit au judaïsme, soit au karaïsme. Donc, une situation, une image de la population marocaine très différente de celle qu'on peut penser au départ. Et nous avançons un peu. Arrive maintenant la conquête des musulmans. Jusqu'à présent, on n'est pas avec les musulmans. Alors, au 7e siècle, il y a plusieurs tentatives de conquête des Arabes sur le Maghreb, et puis ça ne marche pas. Ils sont chaque fois refoulés, et arrive le 8e siècle. Et au 8e siècle, le gouverneur d'Ifriqiya, l'Ifriqiya, c'est la Tunisie et l'est de l'Algérie, qui s'appelle Moussa ibn Nossaïr. J'ai marqué tous ces noms parce que c'est vraiment des noms difficiles pour nous à retenir. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de tout savoir. Moussa ibn Nossaïr, vous avez vu le nom. Bien. Donc, ce gouverneur arrive à occuper Tanger. Tanger, c'est le l'extrême nord. Il peut être pris. Moi, je te conseille je ne pense pas que ce soit en privé. Hein. Ça doit être en rendez-vous en normal. Hein. Qui intervient là? Myriam, ferme ton micro, s'il te plaît. Myriam, ferme ton micro, s'il te plaît. Il faut que tu aies une demande de ton médecin. Myriam, ferme ton micro, s'il te plaît. Et après avoir demandé une tu sais, une autorisation. Myriam, je pense. Myriam. Alors, Myriam, ce que je vais te demander. L'administrateur peut lui fermer le micro. Oui, non, parce que j'ai un autre appel en même temps. Il me faut ton numéro de Trinidad Zéhout pour prendre le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Vas-y. Myriam. Vous ne pouvez pas fermer tous les micros? 3. On peut fermer les... Attends, oh là là, j'entends. Mais tous les micros. Myriam, ferme ton micro. Alors, vas-y. 3. Ferme ton Myriam, le micro. Ouais. J'entends très, très mal, hein, Colette. Mais nous, on entend très bien. Ah, voilà, là, vas-y, c'est mieux, là. Vas-y. Tu veux répéter, je n'ai pas compris. Johan n'est pas là? Mais on ne peut pas lui fermer son micro. Si, on peut le faire. Pourquoi? Johan, il ferme. Alors, je répète. 3, 4, 5, 1, 0, 6, 4, 0, 5. C'est qui? D'accord. Et t'es à Maccabi. Mais vous pouvez ouvrir vos micros, ça fera du bruit. Et donc, Ouais, t'as raison, on va chanter un peu. Hein. Ça s'arrêtera pas. J'essaye désespérément de l'appeler. Je voulais bien entre amis. D'accord. Donc, Myriam, taisez-vous. C'est un docteur. Taisez-vous, Myriam. Hein? Bevakasha, fermez. Non, là, il ne m'a pas donné le rang. Fermez-la. Possible, hein? Donc, il va prendre le rang. Mais qui c'est qui drive la conférence? Il n'entend pas. L'administrateur, normalement, peut fermer les micros. Voilà. C'est Johan. Il est là. Myriam est priée Quand de il est fermer là. son micro. Ouais. Ah, peut-être sur le chat. Ah, bah non, mais... Myriam. Myriam. Voilà. Donc, pour demain, Myriam. je prends à 2h15. Tu Et après, on prend, Johan et Cécile peuvent fermer les micros de tout le monde. Ça y est? Elle m'a dit. Non, ça y est. Oh là là. Non, mais c'est pas normal, ça. Remarque, demain, de toute façon, on va l'appeler. Toi, tu as son numéro, moi, je ne crois pas que je l'ai. Et puis. Envoyez-lui un SMS. Demain, dans la matinée, toi, tu vois avec elle si c'est OK. J'ai envoyé un Johan. SMS, Il faut appeler Johan. Il faut appeler Johan. Je l'appelle. Oui, quelqu'un peut téléphoner à Johan pour le prévenir. Il répond pas. Je lui écris C'est occupé. Je l'appelle. C'est occupé, Johan. Moi, il ne m'a pas répondu. Ça Ça a y l'air est. d'aller mieux. On va peut-être pouvoir y aller.
Vas-y. Oui, mais c'est encore ouvert. D'accord, Désolée. d'accord. J'ai un autre appel. Oui, D'accord. oui, oui, Hein? t'as un autre appel, j'arrête Merci. pas. À demain, bisous. Bevakasha. Bon, on va pouvoir y aller. Donc, Il je faut lui vous ai dire pas. de l'éteindre. Alors, au 8e siècle. On est au 7e siècle et avec plusieurs tentatives arabes de conquérir l'Afrique du Nord. Et au 8e siècle, enfin, on réussit cette conquête. Le gouverneur Moussa ibn Nusayr, je vous ai montré, non, je vous ai pas montré, je vous ai montré son nom, occupe Tanger, donc à l'extrême nord du Maroc. Donc il cabote pour arriver à l'extrême nord du Maroc et il avance jusqu'à Sijil Massa, qui s'appelle aujourd'hui Rissani. Alors, je n'ai pas réussi exactement à le situer sur une carte, mais ça doit se passer quelque part vers vraiment le centre du Maroc, assez loin, quelque part vers là, vers le centre du Maroc. Sijil Massa, c'est une ville dont on aura à reparler, et puis après, elle disparaîtra tout à coup des radars. Voilà. Et il impose l'islam aux Berbères. Donc, les Berbères qui habitent la vallée du Maroc et surtout la montagne, l'Atlas, Haut Atlas, Moyen Atlas, Haut Atlas et Anti-Atlas. Qu'est-ce que c'est que l'Atlas? C'est toute cette partie en marron ici, voilà. Tout ceci, c'est l'Atlas. Tout ce qui est en marron là. Donc, c'est les hautes montagnes du Maroc et c'est là que se concentre la population berbère. Et nous verrons une importante population juive également. Sauf que ça ne se passe pas en douceur. Et il s'oppose tout de suite à Sijil Massa, voilà le nom, je l'avais noté. Sijil Massa. Il s'oppose à un groupe de berbères qui s'appelle les Karadzites. Ce sont des gens que nous allons retrouver à plusieurs reprises. Voilà, les Karadzites. Et ces Karadzites vont introduire, initier un tas d'insurrections contre les musulmans, et notamment contre les émirs arabes de Kérouan. Voilà, on a des situations très confuses. Je vais vous dire que, en ce qui concerne l'histoire du Maroc, il faut quand même savoir, c'est très compliqué. Le Maroc n'existe pas. C'est une succession d'émirats, de sultanats qui guerroient les uns avec les autres, ce qui nous amènera d'ailleurs par la suite. On ne peut donc pas parler d'une politique générale du Maroc, sauf évidemment au 19e, 20e siècle, ça c'est autre chose. À partir du moment où il y a un royaume du Maroc. Maintenant, quand est-ce que le royaume du Maroc va naître? On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a des émirats locaux. Et dans chaque émirat, il y a une autre politique, qu'elle soit politique générale, politique économique, politique avec les Juifs. Et donc, on sera amené par la suite de raconter l'histoire des principales villes du Maroc, parce que chacune a une histoire différente. Marrakech, ce n'est pas Essaouira, et Essaouira, ce n'est pas Salé. Donc, ça, c'est pour un peu plus tard. Pour l'instant, on essaye de dégrossir un peu le problème, ou l'histoire plutôt. Donc, ces Karadzites s'opposent aux musulmans qui envahissent le Maroc, et pendant cette période, on trouve des Juifs qui habitent dans un certain nombre de capitales de royaumes Karadzites, notamment à Tlemcen. Vous voyez que le Maroc n'existe pas, puisque Tlemcen, c'est en Algérie, et à Sijil Massa. Le premier royaume du Maroc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait défini, mais ça pourrait être le royaume de Idriss Ier, qui est fondé en 786. Ça comporte une bonne partie du Maroc actuel, mais pas tout. Et même ce royaume n'est pas gouverné de façon uniforme sur tout son territoire. Vous savez, ce problème s'est retrouvé, on l'a retrouvé en France à l'époque de Louis IX, celui qu'ils appellent le Saint, et qui s'est notamment servi de son anti-judaïsme pour essayer d'unifier la France. Ça sert à quelque chose, les Juifs. Ce morcellement, on le retrouve en Italie jusqu'au XXe siècle, on le retrouve en Allemagne jusqu'à la fin du XIXe siècle, où vous avez des multitudes de comtés, de duchés, de principautés, etc.,
qui appartiennent à une espèce de nébuleuse nationale, mais où chaque région fait sa propre loi. C'est la même chose au Maroc. On a une amorce, une ébauche de royaumes, donc à la fin du 8e siècle. Véritablement, les frontières, pour vous enlever l'eau de la bouche tout de suite, les frontières définitives seront finalement tracées par les délimitations de l'Algérie française ou sous occupation française. Et c'est à partir de là qu'on aura une frontière est qui fera la frontière du Maroc, une frontière ouest qui fera la frontière de l'inverse, qui fera la frontière de la Tunisie. Donc voilà, c'est par défaut qu'on définira les frontières, au moins une partie des frontières de ces royaumes. Donc, premier royaume, le roi Idriss Ier. En 808, son fiston, qui s'appelle Idriss II, pas très original, établit sa capitale près de Sidi Khazem. On est à un tiers nord du Maroc, et il voit la présence sur place de Juifs qui sont venus d'Al-Qaïrawan, nous dit Ibn Khaldoun. Al-Qaïrawan, c'est Kérouan, et qui sont également arrivés d'Andalousie. Donc on est là au début du 9e, 808 exactement, où on trouve du côté de Fès déjà des Juifs autochtones et des Juifs d'Andalousie. Rappelez-vous, ils ont fui l'Espagne à cause des Almohades. Donc voilà, on en retrouve maintenant au Maroc, c'est évident. Au fin du 8e, alors, Fès, j'y viendrai après. Fès, à la fin du 8e siècle, un opposant au calife qui s'appelle Idriss ibn Abdallah et qui est un descendant d'Ali. Ali, c'est le tonton de Mahomet. Idriss ibn Abdallah fonde la ville de Fès, qui sera la capitale des Idrissides. Donc, ce Idriss ibn Abdallah, c'est le fiston, c'est le Idriss Ier, le fameux Idriss Ier, et sa capitale, c'est Fès, qu'il fonde à partir de zéro. Sauf que, à côté de Fès, non pas à côté de Fès, dans un village qui deviendra Fès et qui s'appelle Zouaga. Zouaga. Ce sera la future Fès. Il y a plusieurs familles juives qui sont déjà sur place depuis pas mal de temps. Et au début du 9e siècle, on avance un petit peu dans l'histoire, on trouve à Zouaga, ou Fès, des Juifs venus d'Andalousie et qui payent jizya, qui payent donc l'impôt aux musulmans. Et puis, changement de dynastie. Arrivent les Fatimides à Kérouan. Alors, les Fatimides, au début de leur règne, étaient assez tolérants et très vite, ils ont basculé dans une intolérance assez violente. Ces Fatimides dominent le monde musulman de la Syrie jusqu'à Fès et Sijil Mazar, au Maroc central. Et pendant leur règne, il y a une vraie prospérité commerciale dans ces régions qui profitera également aux communautés juives urbaines. Alors là aussi, il faut faire tout de suite un distinguo entre les communautés juives des villes, que ce soit Mogador, Rabat, Meknes, Marrakech, Agadir, etc., et les populations, les communautés juives des campagnes. C'est un monde totalement différent. C'est un monde que nous verrons avec des yeux différents et que les juifs marocains des villes également verront avec des yeux différents. Tout ça, nous le développerons. Toujours est-il que le commerce est prospère et les communautés juives se développent. Et puis, succèdent, ça c'est l'affaire de l'islam, l'histoire des musulmans, des périodes de crise, de révolte, de lutte entre des tribus berbères et le pouvoir central. Les berbères sont des gens extrêmement rebelles. Ils n'acceptent pas d'autorité, sinon l'autorité de leur tribu. Et donc, voilà qu'il y a un roi qui essaye là aussi d'unifier tout ça. Il y a beaucoup de révoltes et d'opposition. Alors, révolte des Berbères contre le pouvoir central, mais également révolte de palais, révolte interne aux régnants, et ceci, ça va durer du 9e au 11e siècle.
Alors évidemment, les Juifs, ils essayent de rester à l'écart de tout ça. C'est dangereux, c'est risqué. Mais souvent, ils sont entraînés, qu'ils le veuillent ou non, dans un tourbillon de révolte et paieront des prix extrêmement élevés, notamment à Fès, qui voit en 979, nous sommes là très peu avant le Xe siècle, la déportation des Juifs de Fès et le massacre. Alors, je vous donne le chiffre avec beaucoup de précautions. On parle du massacre de 6000 Juifs à Fès. J'ai un peu de doute que cette communauté ait une telle importance numérique. J'émets beaucoup de réserves sur le chiffre, mais même si le chiffre il est faux, il nous indique que c'est un massacre extrêmement important en 979 dans la communauté de Fès par un chef berbère qui saccage complètement la ville. Alors, le saccage de la ville se passe, et le massacre aussi, en 1032-1033. 979, c'est le début des troubles à Fès. Ce chef berbère s'appelle Temin ibn Ziri. Temin ibn Ziri. Comme dirait notre ami Charles Gorodsky, marche au mot. C'est un sale bonhomme, vraiment. C'est un chef berbère musulman qui fait partie de la tribu berbère des Zénètes. On les retrouvera aussi, les Zénètes. Et il massacre donc les Juifs. Depuis 1979, une date que je vous ai déjà indiquée, différentes tribus zénètes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, différentes tribus berbères zénètes revendiquent chacune à leur tour l'autorité sur la ville de Fès. C'est pour ça qu'il y a des troubles et des révoltes et des batailles à Fès de 1979 à 1033. Ça fait quand même 50 ans. C'est pas mal. Et ces tribus berbères ont des noms qui parleront certainement à certains d'entre vous. Comment? Oui, ça c'est gentil. Il y a les Meknassa, les Magraoua et les Ifrénides. Je pense qu'il y a des noms juifs qui descendent de ces noms-là, notamment Meknassa. Voilà. Ce sont des tribus berbères en opposition avec Temim ibn Ziri. Et finalement, le royaume idrisside chute, va tomber. Temim, je vous ai dit, massacre, on va mettre des guillemets sur le chiffre, 6000 juifs. Il spolie les biens, il réduit les femmes et les enfants en esclavage et les vend. Et ces massacres ont lieu au mois de mai-juin 1033. Et c'est un véritable pogrom. Quand on dit que les pogroms, ça n'est qu'en Pologne, non. Il y a eu des pogroms en terre musulmane et il y en a eu plus qu'un. J'en ai une liste énorme que je vous montrerai, mais ce n'est pas l'objet ce soir. J'ai 4 pages de pogroms. Il y a une ligne par pogrom. Imaginez-vous 4 pages, simplement une énumération de pogroms en terre d'islam. C'est considérable. Excusez-moi un instant. Merci Lily. Donc voilà. Alors, 1033. De 1038 à 1040, les Magraoua, dont je vous ai parlé tout à l'heure, une des tribus, les Magraoua, reprennent la ville, aidés par les Juifs, qui participent, évidemment, ceux qui ont survécu, ont tout intérêt à voir ce royaume disparaître et donc contribuent à la reconquête de Fès et forcent Temim à fuir à Salé. L'histoire elle est compliquée. Hein. Milieu du XIe siècle, on avance un petit peu. Les Berbères nomades du Sahara, des Berbères nomades du Sahara, qui s'appellent les Almoravides. Ah, on a déjà vu ce nom-là, les Almoravides. Almoravides, c'est une dynastie assez intransigeante. Donc, ce sont des Berbères nomades sahariens
commence une véritable croisade. C'est assez amusant de parler de croisade pour des musulmans, mais commence une croisade religieuse et militaire pour imposer une orthodoxie musulmane malékite. C'est une des nombreuses orientations dans l'islam. Leur chef s'appelle Youssef ibn Tashfin. Youssef ibn Tashfin. Voilà. Et ce monsieur conquiert à son tour Sijil Maza, fonde Marrakech en 1060. C'est intéressant. Donc, c'est une ville finalement relativement récente, un millénaire, Marrakech, et prend Fès, Tlemcen, Oran, Alger. Là aussi, je vous ferai remarquer, Tlemcen, Oran, Alger, ce n'est pas vraiment le Maroc. Il n'y a pas de frontière. C'est une entité unique qui couvre toute l'Afrique du Nord. Et ce Youssef ibn Tashfin et ses Almoravides aident en 1086 les musulmans d'Espagne à se battre contre l'armée d'Alphonse VI de Castille. Alors, qu'est-ce qui se passe là en Espagne? On a fait toute cette histoire déjà. En 2 mots, les chrétiens se battent contre les musulmans. À X reprises, les musulmans d'Espagne sont assez décadents. Ils se plaisent dans le confort et le luxe de leur belle maison et sont assez décadents. Et donc, ils ne sont pas de taille à lutter contre Alphonse VI de Castille. Donc, les Almoravides viennent les aider, et une fois qu'ils ont fichu Alphonse VI de Castille, qu'ils l'ont envoyé dans sa Castille natale, ils se retournent contre les musulmans présents en Espagne et prennent leur place. Voilà que les Almoravides règnent en Espagne en lieu et place des multiples califats, califat de Cordoue, différents califats d'Andalousie, tout ça nous l'avions fait. Donc, ces musulmans très ouverts, c'est ce qu'on a appelé, mais entre guillemets, les premiers califats d'Espagne, c'est ce qu'on a appelé l'âge d'or espagnol, parce que c'est vrai qu'il y a eu des échanges entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, ça a quand même ses limites, et voilà, c'est l'époque de Ibn Nagrela, donc des gens qui sont arrivés très haut, mais bon, ils sont balayés, arrivent les Almoravides, qui installent un islam beaucoup plus strict en Espagne. Je vous rassure tout de suite, ça n'a pas duré très longtemps, eux aussi vont prendre goût au luxe, au confort, à leur beau riad, à leur belle maison, et ils seront à leur tour balayés un petit peu plus tard par les Almohades. Alors eux, par contre, ce n'est pas des rigolos. Hein. Les Almohades, c'est l'État islamique. Bien, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, voici nos Almoravides qui assoient leur empire de Valence en Espagne jusqu'au Sahara et de l'Atlantique jusqu'à Alger. C'est très grand. Et plus c'est grand, et plus c'est difficile à gérer et à administrer. Ça, c'est assez évident. Alors, les Juifs sont tolérés. Les Almoravides sont très stricts au plan religieux, mais les Juifs sont tolérés, conformément d'ailleurs aux théoriques prescriptions du Coran. Ils payent la jizya, ça c'est clair. Ils ont un statut de dhimmi, ça c'est vrai aussi, mais ils sont tolérés. Il ne semble pas, effectivement, que l'orthodoxie religieuse des Almoravides ait provoqué des persécutions religieuses contre les Juifs. Par contre, il y a eu persécution religieuse contre les musulmans insuffisamment orthodoxes. Ça, c'est autre chose. Donc, ils s'en prennent à leurs coreligionnaires qui, semblerait-il, sont hérétiques ou ne respectent pas suffisamment le Coran. Donc, une période de dhimmi, évidemment, mais on laisse les Juifs tranquilles. Et des échanges se créent, des échanges commerciaux, mais aussi intellectuels, notamment avec Cordoue en Espagne. Et ces échanges commerciaux amènent également des échanges de lettres, de courriers entre les Juifs et une élévation du niveau intellectuel des Juifs du Maroc par l'influence des Juifs de Séfarade, donc d'Espagne, qui, vous le savez, étaient d'un très très haut niveau d'études. C'est l'époque d'Isaac ben Yaakov al-Fassi, Yitzhak ben Yaakov al-Fassi, voilà,
vous le connaissez tous, c'est le Rif, Yitzhak Ben Yaakov Al-Fassi, qui va finir par quitter Fès pour aller à Cordoue en 1088. Il est aussi en correspondance avec Rachi. Voilà, alors je continue. En 1140, les Almoravides sont balayés par les Almohades. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, leur règne n'a pas duré très longtemps, de 1080 à 1140. 1140 arrivent ces gens extrêmement intégristes, qu'on appelle les Almohades. Ils prennent d'abord Sijil Massa, et là, il s'agit vraiment d'une rupture extrêmement grave dans l'histoire du Maroc. Début du XIIe siècle, apparaît dans les tribus, chez les tribus berbères des montagnes, donc toute la classe que je vous ai indiquée tout à l'heure, mais des tribus sédentaires, pas des tribus nomades, dans l'anti-Atlas marocain. L'anti-Atlas marocain, c'est le sud de l'Atlas, c'est ici, l'anti-Atlas. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère, voilà. L'anti-Atlas, c'est ici. Donc vers le sud marocain, le sud de la chaîne de l'Atlas, apparaît, il y a là-bas des tribus berbères sédentaires, et apparaît un personnage charismatique, rigoureux, puritain, qui exige à tout prix un retour aux sources de l'islam, et il se présente, mais ça c'est pas surprenant, comme farouchement monothéiste. Il parle le berbère, ou la mazig, pour diffuser sa pensée et ses idées, et il devient le Mahdi ibn Tumert. C'est un personnage important. Mahdi ibn Tumert, la date que vous voyez apparaître en bas, c'est la date de son décès en 1128. Je n'ai pas la date de sa naissance. Mahdi ibn Tumert, un personnage important dans l'histoire de l'islam, et il a un proche qui prendra sa succession après, qui s'appelle Abd al-Moumin. Abd al-Moumin. Il prendra la succession de Al-Tumert, Ibn Tumert, pardon. Voilà. Abd al-Moumin prend le titre de calife, donc il instaure un califat almohade, et sous sa direction, les Almohades vont renverser en 20 ans tout l'empire almoravide et s'étendre du Maghreb jusqu'à l'Espagne, avec, donc, ils prennent toute l'Espagne, enfin l'Espagne musulmane, en instaurant un islamisme rigoureux, intolérant et extrémiste qui durera bien au-delà de leur chute au début du XIIIe siècle. Et ça, c'est important de le savoir, parce que cet islam intégriste, extrémiste, c'est celui qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines franges de l'islam. C'est un héritage direct des Almohades. Ils s'en revendiquent d'ailleurs. Après, il y a eu bien sûr d'autres évolutions, mais une partie de l'islam d'aujourd'hui tellement extrémiste se réclame de l'idée d'origine des Almohades. La doctrine du Mahdi est intolérante, elle se présente comme telle, elle ne se veut pas tolérante. Et alors, il est extrêmement malin, ce monsieur, parce qu'il souligne que 5 siècles après l'avènement de Mahomet, le Messie des Juifs, le Mashiach, n'est toujours pas venu. Et d'ailleurs, Jésus, pour les chrétiens, n'est toujours pas revenu. Donc maintenant, ça suffit, vos bêtises. Il est temps de arrêter de persévérer dans vos erreurs. Il est temps de rejoindre l'islam et ils ont le choix entre l'islam ou la mort. Ça, c'est les Almohades. Alors, il y a une terreur terrible qui se répand dans la communauté juive, évidemment, beaucoup de conversions forcées et aussi d'exécutions. Le professeur Chaim Zafrani, un monsieur qui est très connu, il est un historien du monde séfarade, un grand monsieur, mentionne l'exécution de 150 juifs à Sijil Massa, la capitale des Almohades, dont le chef de la communauté de Fès, qui est assassiné en 1165. Alors, avant de vous raconter l'histoire du chef de la communauté juive de Fès, qui s'appelle Rabbi Yehuda HaKohen
Ibn Shushan, je vous donne son nom quand même, Rabbi Yehuda Cohen Ibn Shushan, qui est assassiné en 1165. D'ailleurs, le Ibn Shushan, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si à l'origine, il était peut-être de Perse, mais ça, je ne peux pas l'affirmer. Ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante avant de poursuivre. J'aime bien, pendant nos conversations, vous faire mention des rabbins qui ont jalonné l'histoire du peuple juif, mais je ne suis pas un grand spécialiste de cette question. Alors, j'ai demandé au Rav Shuraki qu'il me guide un petit peu. Et alors, figurez-vous que Rav Shuraki m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il travaille avec un groupe à faire une espèce de daf yomi où chaque jour, on présenterait des tchouvot ou des commentaires d'un rabbin différent du monde séfarade. Monde séfarade, j'entends bien pas l'Espagne, tout le monde en global. Et donc, il lui fallait trouver 365 rabbanim. Donc, ils travaillent là-dessus. Et ils ont un gros problème, c'est qu'ils en ont pour le moment 1000. 1000. Donc, vous avez 1 millier de rabbanim, alors qu'on parle d'un judaïsme fruste, rétrograde, retardataire, tout ce que vous voulez. On a là la référence d'un millier de rabbanim qui ont écrit des tchouvot, qui ont écrit des commentaires, beaucoup en Kabbalah ou sur le Zohar, et qui sont des personnages extrêmement importants. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous les citer les 1000, ça fait un peu beaucoup, on en a choisi quelques-uns. Donc, je voudrais remercier le Rav Shuraki de m'avoir guidé. Deuxièmement, je voudrais remercier Georges Veil qui m'a donné des tableaux sur les migrations, les pérégrinations de rabbins qui sont passés d'Israël par la Babylonie, de la Babylonie en Tunisie, vers le Maroc. Il y a eu toutes sortes de cheminements de rabbanim d'un pays à l'autre. Vous connaissez tous l'histoire de Rambam, de Cordoue à Fès, de Fès à Phostat en Égypte, en passant par Israël. Il y en a plein d'autres comme ça. Alors, il m'a donné ceci, Georges, et je l'en remercie beaucoup. Si je peux, à l'occasion, vous en citer quelques-uns, je le ferai, mais c'est assez compliqué, ces itinéraires. Et puis, je voudrais également remercier Yitzhak Birman, qui a fait des recherches pour moi à l'Institut Ben Tzvi et qui m'a donné beaucoup de pistes de rabbanim pour pouvoir vous exposer un petit peu ce qu'était le judaïsme du Maroc, qui est un judaïsme de très, très grande richesse, et il ne faut pas l'oublier, il faut surtout en parler. Donc, je vous raconterai un certain nombre d'histoires de rabbins, et je dois ces histoires à Rav Shuraki, Georges Veil et Yitzhak Birman, qu'ils en soient très sincèrement remerciés. Donc, Rabbi Yehuda Cohen, justement. Alors, c'est un grand monsieur, un maître de la Torah, c'est un maître de la Chassidoute, et il vit donc au XIIe siècle. Il est rabbin et dayan à Fès, et il sera le professeur, le maître de Rambam. Excusez du peu, Rambam, c'est Maïmonide. C'est donc le maître de Rambam quand Rambam quittera Cordoue pour arriver à Fès. D'ailleurs, à ce sujet-là, on dit que Rambam est parti parce qu'il était en danger. On a dit qu'il s'est converti à l'islam et qu'il est revenu au judaïsme ensuite, arrivé au Maroc. D'autres disent que c'est son père qui l'a emmené pour retrouver justement Rabbi Yehuda Cohen Ibn Shushan, qui est un grand maître de l'époque. Et de fait, ce qu'on sait, c'est que les ancêtres de ce Rav Yehuda Cohen sont partis de Bavel pour Fès, mettant Ibn Shushan, quand même, ça devrait nous interpeller. Shushan, c'est la ville qui est mentionnée dans la Megillah Esther. Est-ce que, à l'origine, auparavant, il venait d'Iran? C'est possible, mais je ne peux pas l'affirmer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rabbin qui est venu le rejoindre, qui s'appelle Maimon Hadayan. Qui c'est Rabbi Maimon Hadayan? Eh bien, figurez-vous, c'est tout simplement le papa de Rambam. Rabbi Maimon Hadayan est venu le rejoindre avec ses deux fils, Maïmonide, Maimon, et David. Et ensemble, ils ont étudié avec le Rabbi Cohen pendant 5 ans. Ils sont arrivés en 1160. En 1165, Rabbi Cohen est assassiné par le califat almohade. Pourquoi? Parce qu'ils exigent sa conversion à l'islam. Il refuse et donc il est tué.
et c'est ce qui a entraîné le départ de Maïmonide de Fès vers l'Égypte, vers Fostat. Rabbi Yehuda HaKohen Ibn Shushan, c'est une grande personnalité du XIIe siècle, nous en verrons d'autres plus anciennes, du Maroc. Alors, un certain nombre de familles devant les exactions des Almohades arrivent à fuir, dont celle de Rambam, on vient d'en parler, et dans d'autres régions du Maghreb, les mêmes Almohades permettent aux Juifs de s'exiler. Alors, ils exigent la conversion, mais pas ou la mort, c'est la conversion ou l'exil. Donc, il y en a pas mal qui vont s'exiler et qui vont partir. Et puis, après la première vague de conquête des Almohades, ils vont se calmer un peu, ils vont être un petit peu moins intransigeants. On rouvre en territoire, donc dans les conquêtes, dans l'Empire almohade, on rouvre un certain nombre de synagogues. Des convertis à l'islam ont même le droit de revenir au judaïsme. Ça, c'est assez intéressant parce que dans l'islam, théoriquement, ce n'est pas possible. Or, un certain nombre de juifs reviennent au judaïsme après 2, même 3 générations. Ça, c'est intéressant. Et puis, on a un document de la Gniza du Caire du XIIIe siècle qui nous indique la présence de 17 communautés juives au Maroc, donc dans l'Empire almohade. 17 communautés, c'est déjà important. En 1232, il y a une communauté juive à Marrakech. Et celle-là, elle est assez récente. Voilà. Alors, pourquoi je cite Marrakech? Parce que Marrakech, on en parlera assez souvent. C'est une ville riche, Marrakech. Beaucoup de commerce, beaucoup de juifs et beaucoup d'histoire. Alors, cette tolérance, elle est quand même fragile. Ça tient à pas grand-chose. Ils tolèrent, ils reviennent à des sentiments un petit peu plus civils, les Almohades, mais il ne faut pas leur marcher sur les pieds. D'ailleurs, ils imposent aux Juifs le port d'un manteau très ample de couleur bleue, de manière à les distinguer. C'est l'étoile jaune de l'époque. Un manteau bleu pour les Juifs, dès le XIIe siècle. Ce manteau bleu est encore imposé aux Juifs par le calife El-Mansour au XVIe siècle. Donc, ça a duré longtemps. On est au XIIe jusqu'au XVIe siècle. Les Juifs ont ce manteau bleu qui leur est imposé. Et quand il y a des émeutes, évidemment, leur tenue vestimentaire les indique immédiatement à la vindicte populaire qui s'en prend à eux et qui les tape, qui les cogne ou qui les massacre. À Fès, en 1276, Fès est une ville qui a beaucoup souffert. Grand centre du judaïsme, mais beaucoup de souffrance. 14 Juifs sont massacrés. Alors, je m'arrête sur ce chiffre de 14, parce que 14, par rapport aux 6000 dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que le chiffre de 6000, je l'ai mis un petit peu en doute, disons. Ça me semble un chiffre excessif, sinon qu'il nous indique un très grand pogrom, ça c'est certain. Voilà. Maintenant, sur le plan intellectuel, eh bien, il y a une porosité, il y a des échanges entre les différents pays du Maghreb. Tunisie un petit peu, l'Algérie, oui, il y a déjà des rabbinim importants, et le Maroc. Et entre ces pays du Maghreb et d'autres pays musulmans, on va plus loin, l'Égypte, l'Irak, Babylonie, la Palestine, quand même, la Syrie, le Liban, il y a des échanges de courriers, de lettres, de voyageurs entre ces différentes communautés. Évidemment, tout ceci est enrichissant pour les communautés locales. Et je voudrais vous mentionner un premier personnage qui a vécu, il a vécu vieux, de 850 à 950, 90 ans, qui s'appelle Rabbi Yitzhak ben Shlomo ha-Israéli. Rabbi Yitzhak ben Shlomo ha-Israéli. Lui, son périple, c'est il vient d'Égypte, il arrive à Kérouan, de Kérouan, il arrive en Algérie, et d'Algérie, il continuera le chemin à la fin de sa vie au Maroc. Les lieux exacts, je ne les connais pas au Maroc, mais un périple qui est long, ce n'est pas rien de faire ces voyages, ne vous trompez pas.
Alors, le Maroc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, a connu une foison de rabbinim. Je vous en ai cité un là, je vous en ai cité un tout à l'heure, il y en aura d'autres. Il y a énormément de rabbins, de mystiques, à toutes les époques de l'histoire du Maroc. Il y a le premier dont je vous ai parlé, le Rif. Il vient d'Algérie, il arrive à Fès en 1090, et puis il partira en Espagne. Je vous raconte son histoire dans une minute. Il y en a un autre, un peu moins connu, qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Chiyug. Il est rabbin à Fès. C'est un philologue et un grammairien. Un grammairien, c'est intéressant parce que, rappelez-vous, nous avons trouvé un jour le codex d'Alep qui date du Xe siècle, enfin oui, Xe siècle. Et là, nous sommes très tôt aussi au XIe siècle et nous avons là un grammairien au Maroc. Maintenant, le Rif. Je voudrais revenir au Rif parce que c'est quand même un personnage extrêmement important. Le Rif, c'est un contemporain de Rachi. Il est né en 1013 près de Fès, au Maroc, et il décède à Lucène, en Espagne. Lucène, c'est pas loin de Cordoue, en 1103. Jeune, il étudie à la yeshiva de Kérouan, chez Rav Hananel ben Hushiel. Hananel ben Hushiel. Les dates de vie du Rif le situent exactement à la charnière entre les Géonim et les Rishonim, c'est-à-dire une période de rupture dans l'étude. Et notamment, c'est la fin des grandes yeshivot de Bavel, les Rishonim, et on arrive dans un autre type d'étude. Donc, il se situe exactement à la charnière, d'où l'importance de ce personnage. Sa réputation est telle qu'on compare son Beddin au Beddin de Yavne. C'est pas rien le Beddin de Yavne. C'est celui qui a été créé par un Bishimon Bar Yochai après la destruction du Baït Sheni et qui a permis au judaïsme de survivre. C'est pas rien. Donc, on le compare à ce niveau-là. Un peu plus tard, il va partir pour Fès, après Kérouan, d'où d'ailleurs son nom, Al-Fassi. Et à Fès, il fonde une yeshiva. Ensuite, il devient le chef de la communauté, l'autorité rabbinique la plus importante, la plus grande, la plus puissante de son époque. Donc, je rappelle, époque charnière. Alors, évidemment, sa compétence crée des jalousies parmi d'autres rabbinim, parce qu'on le consulte de partout. Il y a aussi des problèmes avec les musulmans, ce qui l'amène finalement, il y a beaucoup d'histoires à raconter là-dessus, mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'à l'âge de 75 ans, c'est très âgé à l'époque, il part pour Lucène, près de Cordoue, en Andalousie. Et à Lucène, il succède immédiatement, assez rapidement, au Rosh Yeshiva, qui s'appelle Yitzhak ibn Giyat. Yitzhak ibn Giyat, je ne vais pas noter le nom parce que vous ne les retiendrez pas tous quand même. Mais ce Yitzhak ibn Giyat, c'est quand même pas n'importe qui. C'est le maître de Yehuda Halevi. C'est pas rien. Donc, c'est le maître de Rabbi Yehuda Halevi. Et lorsque Al-Fassi, le Rif, décède, Rabbi Yehuda Halevi et Moshe ibn Ezra, autre rabbin et poète important de l'Espagne de l'époque, vont écrire des poèmes à la gloire de la mémoire, à la mémoire du Rif. Alors, son œuvre, elle est extrêmement importante parce qu'il est le premier à écrire un ouvrage de halakha qui indique les règles pour une prise de décision, pas la halakha elle-même, mais comment on tranche dans les possibilités qu'il y a, comment on prend une décision, tout ceci basé sur la Torah, évidemment, et sur le Chasse, sur le Talmud. Et il met à jour cette halakha à partir des débats du Talmud. Il en déduit des lois concrètes, une espèce de Shulchan Arour avant l'heure, si vous voulez, mais il n'a pas abordé du tout les halakhot qui doivent être appliquées en présence du Beth Amikdash, c'est-à-dire l'histoire de Korbanot, les sacrifices,
quoi. Construction du Beth Amikdash, enfin, tout ce qui concerne le Beth Amikdash, ces lois, il ne les a pas abordées. Il en reste quand même 24 traités de halachot, qu'on appelle le Sefer Halachot, et qu'on appelle le Petit Talmud. Je vous en ai parlé déjà quand on a parlé de l'Espagne, mais ça ne fait pas de mal de se souvenir de nouveau. Et son système, il présente ces traités comme une page de Talmud, c'est-à-dire avec des explications, des commentaires, etc. Et ça s'étudie comme un daf de Talmud, comme une page de Gemara, si vous voulez. On considère le Rif, donc Al-Fassi, Rambam et le Rosh, Rav Asher, comme les 3 piliers de la halacha, Shalosh Amudim, on les appelle comme ça, et qui ont été les inspirateurs directs du Shulchan Arour de Yosef Karo. Donc vous voyez qu'on a là affaire à un personnage d'une dimension exceptionnelle et qui s'est entièrement développé au Maroc. Le Rif, c'est un nom à retenir, mais c'est un nom que tout le monde connaît à peu près. Voilà. Juste encore un petit mot, vous me donnez encore 2-3 minutes, pas très longtemps, parce qu'on m'a mangé une partie de mon temps, là, il faut que je me rattrape, n'est-ce pas? Autre personnage, Rabbi Yehuda ben Chiyou, je vous en ai déjà parlé de lui, et alors, le troisième dont je voulais parler, mais je ne m'étendrai pas longtemps, au 12e, c'est Rambam, évidemment, de Cordoue. Il faut quand même en parler parce qu'il a un lien direct avec Fès, on en a parlé tout à l'heure, qui plus tard partira, ça fait partie de ces fameux périples de rabbins, vers l'Égypte, d'abord vers Israël et ensuite vers l'Égypte. Il y en a beaucoup d'autres et nous parlerons plus tard de ceux qui sont arrivés avec l'exode des Juifs d'Espagne entre 1391 et 1492. Ah, pourquoi 2 dates? L'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est en 1492. Oui, mais la situation des Juifs d'Espagne commence à se dégrader terriblement un siècle avant, à partir de 1391. À partir de là, nous aurons un courant permanent d'exil et d'immigration de Juifs d'Espagne vers le monde musulman, et ça nous fera l'objet de la prochaine histoire. Voilà pour ce soir. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Et ma foi, si vous avez des questions, et si je sais répondre, à votre service. Erev Tov, merci beaucoup, Georges. Et désolé de la afra qu'il y a eu, du problème qu'il y a eu. Je m'en excuse. C'est pas grave. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros s'il y a des questions ou des réactions sur cette histoire du Maroc qui se déroule. Oui, Myriam. Oui, je voulais m'excuser. J'avais fermé tous les micros. J'ai un nouveau téléphone. Ce n'était pas de l'ordi. Vraiment, je suis désolée de ce qui s'est passé, Georges. Tu t'excuses toi-même? Je m'excuse, ouais. Excuse-moi alors. C'est pas grave, on sait tout maintenant. Tout est secret. C'était un peu amusant, c'est pas grave. Vraiment pas. Vraiment Non, pas. vraiment, je suis T'inquiète pas, Myriam. C'est On un s'est bon pas fâché. là, c'est un bon tout bible. Des questions ça, je ne sais pas, mais voilà, quand on veut rendre service à des amis, bon, bref. Des questions liées au cours. Altidagi. Aya Meshachea. Voilà, Bonsoir à à tous. ça, vous avez des Merci, questions? Georges. Merci. Avec plaisir, Maxime. Eh ben, merci beaucoup, Georges. Toda Rabba. Toda lachem. À la prochaine.